Et si on vous racontait l'histoire du monde? Comment ça, vous n'avez pas le temps? Attendez, ça ne prendra même pas 2 heures. Elle va se dérouler sous vos yeux, du Big Bang à aujourd'hui. De la formation des planètes aux premiers hommes. De l'âge de pierre aux machines à vapeur. Des premiers champs cultivés à l'essor des villes et des civilisations. Tout est lié, et l'aventure conduit jusqu'à vous. Nous allons embrasser près de 14 milliards d'années d'histoire. Alors, vous êtes prêts ? Voici l'univers en devenir. Tout ce qui existera par la suite est contenu dans cette minuscule boule d'énergie. C'est maintenant, à cet instant précis, que l'histoire commence. Pour des raisons que nous ne connaîtrons peut-être jamais, cette boule explose. En un millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de seconde, il est passé de la taille d'un atome à celle d'une galaxie. Whoosh! Ceci, c'est de l'énergie. Et c'est le fil conducteur de notre histoire. En une fraction de seconde, le Big Bang crée toute l'énergie contenue aujourd'hui dans l'univers. Cette énergie alimentera tout, des étoiles aux êtres vivants. Quand vous faites le plein, vous prélevez de l'énergie créée lors du Big Bang. L'énergie de l'univers. « 380 000 ans viennent de s'écouler en 3 minutes devant vous. Vous allez maintenant assister à la naissance de nos tout premiers ancêtres, les atomes. Celui-ci, c'est l'hydrogène, la première brique de l'univers. Pour créer un univers, il faut de l'hydrogène. À partir de là, avec de la chaleur et de la pression, on peut créer toutes sortes d'atomes. Les premiers atomes fusent dans l'univers primordial, mais ils ne se propagent pas de façon uniforme. Ils s'accumulent dans de petites poches. C'est là que la gravité, le grand sculpteur de l'univers, va exercer sa magie. La formation des premières galaxies révèle une règle immuable. La rencontre de la matière et de l'énergie donne toujours naissance à des éléments plus complexes. Nos cités modernes en sont un bon exemple. Là où il y a quelque chose, d'autres éléments peuvent se développer. Quand il n'y a rien, il n'en sort rien. Il en va de même à l'échelle de l'univers. 300 millions d'années après le Big Bang, au sein des galaxies, les nuages de gaz et de poussière se contractent sous l'effet de la gravité.
la pression et la chaleur augmentent considérablement. La température atteint 10 millions de degrés. Les atomes d'hydrogène se percutent alors violemment et créent un nouvel élément, l'hélium. Cette fusion dégage une énergie colossale. C'est ainsi que naissent les premières étoiles. Tout d'un coup, des phares sont apparus dans la nuit, déversant leur énergie dans l'univers. Que la lumière soit. Il y a maintenant plusieurs milliards d'étoiles, mais pas encore de planètes. Et sans planète, pas d'humanité. L'hydrogène et l'hélium ne suffisent pas. Les éléments complexes et plus lourds qui permettent de créer des objets solides, comme le fer ou le carbone, sont fabriqués au cœur des étoiles. Les étoiles, comme notre Soleil, ne sont pas seulement des sources de lumière. Ce sont des usines. En leur cœur, l'hydrogène devient de l'hélium, qui devient à son tour du lithium. Et c'est ainsi que vont se former 25 des éléments les plus répandus de l'univers, dont le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer. Ainsi, il y a plus de 12 milliards d'années, les étoiles ont fabriqué l'élément qui rendra possible l'âge de fer. Donc, les cités et les monuments les plus extraordinaires que l'humanité ait bâtis. Mais pour construire la statue de la liberté, le fer ne suffit pas. Son enveloppe est faite d'un élément trop lourd pour être créé dans les étoiles. D'où vient le cuivre de son enveloppe? L'or des bijoux. L'uranium des réacteurs nucléaires. Les étoiles ne disposent pas d'assez d'énergie pour les fabriquer. Manifestement, l'usine n'est pas assez puissante. Alors, si on la faisait exploser? Quelques millions d'années après la formation des premières étoiles, certaines ont effectivement explosé. Les supernovas sont les explosions les plus puissantes depuis le Big Bang. L'énergie dégagée entraîne la fusion des éléments plus lourds. Dans la fournaise de leur propre destruction, les étoiles créent l'uranium, l'or et tous les éléments qui constituent notre monde, y compris le cuivre. La classification périodique des éléments est la bibliothèque de la matière. Tout ce qui existe vient de cette sorte de kit du petit chimiste. Sans les supernovas, nous ne serions pas là. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Le cuivre et l'étain, ça fait du bronze. Sans les supernovas, pas d'âge du bronze. Quand vous achetez un jus multivitaminé, regardez sa composition. Vous allez trouver du cuivre, du zinc, du sélénium et toutes sortes d'éléments qui ne peuvent être fabriqués que dans les supernovas. Ces éléments sont les graines de la future vie terrestre et les ferments de son histoire. Mais notre odyssée ne fait que commencer. Pour que la vie apparaisse, il faut un milieu approprié. Et pour construire une maison, il faut réunir tous les matériaux nécessaires au même endroit. Pour la formation des planètes, c'est la même chose. Ce sont les matériaux dont on dispose qui vont déterminer le type de planète. Réunir tous les matériaux adéquats au bon endroit prend énormément de temps. Pendant 8 milliards d'années, les usines stellaires vont poursuivre leur œuvre créatrice.
Les étoiles explosent et renaissent. Chaque génération produit des éléments plus lourds que la précédente. Et puis, il y a 4 milliards 600 millions d'années, un événement décisif s'est produit. Une étoile est née. C'est notre Soleil. Il concentre 99,9% des gaz et des poussières du système solaire. Mais il reste encore de quoi fabriquer de petites choses. Des planètes. La nôtre sera la 3e en partant de l'étoile. Quand la Terre se forme il y a 4 milliards et demi d'années, les 2 tiers de l'histoire de l'univers se sont déjà écoulés. Les premières aubes se lèvent sur un monde hostile, en plein devenir. La Terre tourne alors si rapidement sur elle-même que les jours ne durent que 6 heures. Pour se représenter la Terre à ses origines, juste après sa formation, il faut imaginer une toute autre planète. Le Soleil éclairait un paysage de lave en fusion. Par endroits, on pouvait voir des masses de pierres volcaniques. Dans cette roche liquide, les éléments sont tous mélangés. Une fois de plus, la gravité va jouer un rôle majeur et mettre de l'ordre dans ce chaos. Les matériaux plus légers remontent à la surface pour former une croûte solide. Les éléments plus lourds coulent vers le centre de la Terre pour former un noyau en fusion de fer et de nickel. Le mouvement du métal liquide crée un champ magnétique qui s'étend jusque dans l'espace. Tel un bouclier, il va protéger notre planète des particules mortelles émises par le Soleil. C'est lui qui va permettre à la vie de se développer. Et plus tard, il guidera les explorateurs. Mais avant, la Terre va faire une mauvaise rencontre. Il y a 4 milliards et demi d'années, un objet de la taille de Mars a percuté la Terre à 40 000 km/h. Notre Terre a absorbé la majeure partie du planétoïde. Mais une nuée de débris a rebondi dans l'espace. En moins d'1 an, la gravité agrège ces débris. Ils forment une sphère en orbite autour de la Terre. Une place qu'elle n'a jamais quittée. La formation de la Lune est un événement crucial dans l'histoire de la Terre. Sa création a déterminé notre climat actuel. La Lune stabilise la Terre. Son attraction gravitationnelle empêchera notre planète d'osciller et évitera de trop brusques changements climatiques. L'impact a aussi incliné l'axe de la Terre. C'est cette inclinaison qui engendre la succession des saisons. Les saisons sont capitales pour l'évolution de la vie. Et la stabilité de l'axe incliné de la Terre est donc très importante pour le maintien de cette vie. L'attraction exercée par la Lune ralentit aussi la rotation de la Terre. Peu à peu, les jours rallongent. Il y a 4 milliards 400 millions d'années, il faisait trop chaud pour que l'eau existe à l'état liquide. Mais l'atmosphère était saturée de vapeur.
comment la faire tomber sur la Terre? Si on veut que la vie apparaisse, il faut un peu de pluie. La température baisse. Pendant plusieurs millions d'années, des pluies diluviennes s'abattent sur la planète. Elles forment des mares, puis des lacs, et enfin, des océans. Il y a 3,8 milliards d'années, notre planète s'est donc enrichie d'un satellite, la Lune, et les océans ont fait leur apparition. Mais elle ne ressemble pas encore à l'environnement qui nous est familier. Pour cela, il faut que notre planète puisse être colonisée. Et sans un ingrédient capital, jamais la moindre parcelle de vie n'aurait pu apparaître. Il y a 3,8 milliards d'années sous la surface des océans primitifs, une révolution s'est mise en marche. Six éléments simples, dont l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote, se combinent. Ils vont créer les substances qui constituent tous les êtres vivants, passés et à venir. Le plus spectaculaire d'entre eux est l'ADN. Dans ces spirales, il renferme le code secret de la vie. « 700 millions d'années après la formation de la Terre, la vie entre en scène. Nos ancêtres ne sont pas de puissants géants, mais de minuscules organismes, les bactéries. Nous sommes très égocentriques. Mais en fait, nous sommes apparus très tardivement. La Terre était le royaume des bactéries bien avant l'arrivée des animaux et des hommes. On pourrait croire que les animaux ont anéanti ce vieux royaume. Si c'était le cas, on ne serait plus là. Notre corps est un véritable zoo de bactéries. Chacun d'entre nous contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Plusieurs milliards d'années durant, les microbes ont eu la Terre pour eux seuls. Comme l'univers en formation, les premiers êtres vivants étaient petits, simples et ouverts à tous les possibles. Mais comment ont-ils engendré toutes les formes de vie existantes? Pour le comprendre, il faut revenir au commencement. Comme nous l'avons vu, toute l'énergie contenue dans l'univers a été créée lors du Big Bang. Pour survivre, toute créature doit prélever une partie de cette énergie. Et plus on l'exploite, plus on devient un être complexe. La quasi-totalité de l'énergie que nous consommons vient du Soleil. Il y a 2,5 milliards d'années, une bactérie a trouvé comment capter l'énergie du Soleil. La photosynthèse produit un déchet capital pour la suite de notre histoire, l'oxygène. Bientôt, l'oxygène va redessiner notre monde. Mais d'abord, cette bactérie a une autre mission à remplir. Les mers sont alors saturées de particules de fer. Et quand le fer et l'oxygène se rencontrent, que se passe-t-il? Je suis une petite bactérie, j'ai produit une molécule d'oxygène. Tiens, voilà justement un gros morceau de fer. Et voilà, je l'ai rouillé. Le fer rouillé s'accumule au fond des mers. Plusieurs milliards d'années plus tard, ces immenses dépôts referont surface. Et l'homme en tirera le fer et l'acier. Ce sont ces dépôts qui ont permis la révolution industrielle. Une fois qu'il n'y a plus de fer à rouiller dans la mer, les bactéries vont devoir trouver une autre fonction à cet oxygène. Elles en produisent tant que les océans en sont saturés. Ce dernier ne peut plus que s'échapper dans l'atmosphère.
C'est grâce à cela que la Terre a une apparence complètement différente des autres planètes. La vie va alors faire un saut crucial. Certaines bactéries vont apprendre à exploiter l'oxygène. La respiration est un fonctionnement vieux de 2,5 milliards d'années. Quand la vie trouve quelque chose qui fonctionne, elle s'accroche. L'oxygène change la donne. C'est une source d'énergie extrêmement efficace. Cette révolution ouvre la voie à toute une série de développements. Au cours des 2 milliards d'années qui suivent, le vivant devient de plus en plus complexe. Le ciel prend une couleur bleue, de même que les océans qui le reflètent. Les continents émergent. La Terre prend un visage qui nous est familier. Il y a 550 millions d'années, la Terre a fêté ses 4 milliards d'années. L'oxygène compose désormais 13% de l'atmosphère. Prenez votre souffle. Tout va s'accélérer. C'est l'explosion cambrienne, la version biologique du Big Bang. L'accumulation de l'oxygène ouvre la voie aux êtres vivants plus grands et plus élaborés. En 30 millions d'années, quelques secondes à l'échelle universelle, la plupart des groupes d'animaux vont apparaître. Les premiers poissons pourvus d'arêtes colonisent les océans. Ils ne nous ressemblent peut-être pas, mais ils sont quand même nos lointains ancêtres. Si nous avons une colonne vertébrale, une bouche avec une mâchoire et des dents, c'est grâce à eux. Nous devons beaucoup à nos ancêtres poissons. En fait, tous les vertébrés actuels sont de simples variations de ces créatures. Pendant 4 milliards d'années, les plantes et les animaux sont restés confinés au milieu marin. Mais un bouleversement se prépare. Grâce à l'oxygène, une couche d'ozone se forme. Elle protège les êtres vivants des radiations. Les plantes sont les premières à coloniser la terre ferme. Et puis, il y a 400 millions d'années, les animaux leur ont emboîté le pas. Les premiers à découvrir les rivages vont être les amphibiens. Pour moi, l'instant le plus extraordinaire dans l'histoire de l'évolution, c'est quand le premier amphibien est sorti de l'océan primitif, qu'il a posé la patte sur la terre ferme et a aspiré sa première bouffée d'air. Imaginez notre arrière-arrière-arrière-grands-parents sortir de l'eau et tomber au milieu de ce monde fantastique. Hey, regardez-moi tous ces arbres, ces insectes, il y a des tas de choses à manger, et je peux vivre ici. Un jour, l'homme colonisera toutes les terres émergées. Mais avant, nos ancêtres doivent couper définitivement les ponts avec les océans. C'est la saison des amours. Comme les grenouilles, ces amphibiens sont dépendants du milieu aquatique. C'est là qu'ils pondent leurs œufs. Mais certains vont se libérer de leur dépendance au milieu marin. Ils vont évoluer et pondre des œufs capables de retenir l'humidité. Inutile désormais d'aller jusqu'à l'océan pour trouver de l'eau. Ils la transportent avec eux. C'est ainsi que les amphibiens deviennent des reptiles.
Ils pouvaient être à 500, 1000, 1500 km des côtes et avoir suffisamment d'eau à l'intérieur des œufs pour en permettre l'éclosion. Le dernier lien avec leur milieu marin est tranché. Ils peuvent maintenant coloniser la Terre. Il y a 300 millions d'années, la vie continue à prospérer dans d'immenses marais tropicaux. Quand les plantes meurent, l'énergie créée par le Big Bang, irradiée par le Soleil et absorbée par elle, est stockée en profondeur, sous forme de charbon. C'est un cadeau que les humains exploiteront bien plus tard. Il y a 250 millions d'années, c'est l'apocalypse. L'activité volcanique atteint un niveau jamais égalé depuis la création de notre planète. L'atmosphère est saturée de dioxyde de carbone. Et l'extraordinaire biodiversité née de l'explosion cambrienne est stoppée net. Près de la totalité des espèces disparaissent. L'ampleur de l'extinction permienne est sans égale. L'extinction est un phénomène récurrent dans l'histoire de notre planète. Depuis 500 millions d'années, 5 cataclysmes ont éradiqué les espèces dominantes. À chaque redistribution des cartes, de nouvelles créatures ont pris le dessus. Cette fois, c'est le tour des dinosaures. Ces créatures vont régner sur Terre durant 160 millions d'années. Cette période marque l'apparition des premières forêts de conifères. La Lune finit par stabiliser la rotation de la Terre, et les journées durent maintenant 24 heures. Au début de l'ère des dinosaures, les continents sont soudés. Ils forment un supercontinent appelé Pangée. Mais ce territoire va se disloquer. L'Afrique se détache de l'Amérique du Sud. L'océan Atlantique apparaît. C'est une barrière que les hommes parviendront un jour à franchir. Les vedettes de l'époque sont sans aucun doute le Tricératops et le Tyrannosaure. À leurs pieds, on trouve des créatures minuscules, mais très importantes. Si on pouvait prolonger notre arbre généalogique jusque-là, on trouverait de tout petits mammifères de la taille des musaraignes entourés par ces reptiles géants. À cette époque, les mammifères, dont on fait partie, sont un peu des marginaux. Ils volent des œufs de dinosaures, ils ont du mal à joindre les deux bouts. En fait, les dinosaures empêchent les mammifères de petite taille d'évoluer. S'il y avait eu des journaux, ils auraient titré « Les mammifères ont perdu la partie ». On ne pouvait pas devenir beaucoup plus gros qu'un chat. Pendant 160 millions d'années, tous les animaux moyens, grands ou énormes étaient des dinosaures. C'est très long. Ils nous battaient à plate couture. Mais la partie n'est pas terminée. Il y a 65 millions d'années, un objet large de 10 km, sans doute un astéroïde, a percuté la Terre. Un nuage de poussière a bloqué les rayons du Soleil. La température a chuté. Sur la terre ferme, toute créature de plus de 25 kg s'est éteinte. C'est la fin du règne des dinosaures. En disparaissant, les dinosaures nous ont fait un immense cadeau. Leur extinction a été le signal de la montée en puissance des mammifères.
Peu de temps après la fin des dinosaures, les premiers primates apparaissent. Ils ont déjà des yeux placés sur le devant de la tête, ce qui permet une meilleure appréciation de la distance. Ils ont aussi des mains habiles. Ils ont 5 doigts comme nous. Ils peuvent donc attraper des objets. Les doigts des autres animaux ne sont pas configurés comme les nôtres. Ils n'ont pas la possibilité de tenir et de manipuler les objets. Il y a 50 millions d'années, les primates évoluaient sur une planète qui se réchauffait. Il fait d'ailleurs si chaud que les pôles sont couverts de végétation. Les continents continuent de dériver. Dans le nord de l'Afrique, l'actuelle Égypte est submergée par un océan primitif. Le fond des mers est tapissé de petites créatures appelées numulites. Leur enveloppe minérale faite de calcium et de carbone vont s'accumuler sur les fonds marins. Elles vont se transformer en couches de calcaire. C'est ce matériau qui servira bien plus tard à construire les pyramides. Il suffit d'observer en détail les pierres de ces monuments pour y retrouver des coquilles de 50 millions d'années. Il y a 10 millions d'années, la Terre avait déjà un visage familier. Le fleuve Colorado creuse le Grand Canyon. Les chaînes de montagnes, comme l'Himalaya, se sont soulevées. Elles perturbent déjà les schémas climatiques. L'isthme de Panama émerge de l'océan. Il relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais en séparant l'Atlantique et le Pacifique, il modifie la circulation des courants océaniques. Ces événements géologiques préparent l'ère glaciaire. La planète se refroidit. Il y a 7 millions d'années, nos ancêtres primates vivaient sous les tropiques. Mais bientôt, leur territoire va être colonisé. Cet envahisseur aura un impact majeur sur l'histoire de l'humanité. Malgré son aspect inoffensif, c'est bien lui qui poussera les primates à évoluer. Les prairies apparaissent simultanément sur toute la surface de la Terre. La savane africaine, les steppes d'Eurasie, les prairies d'Amérique du Nord, la pampa argentine. Tous ces écosystèmes apparaissent en même temps. En Afrique de l'Est, la savane remplace peu à peu les forêts, habitat traditionnel des primates. Les arbres se raréfient et nos ancêtres doivent alors s'adapter. Ils sont de plus en plus nombreux dans le même arbre, et il y a moins de nourriture. Il faut donc qu'ils trouvent comment passer d'une source d'alimentation à une autre, en franchissant une zone de savane. La première solution, c'est de galoper à toute vitesse. Mais ils peuvent aussi étendre leur territoire et chercher de nouvelles sources d'alimentation dans la savane. Certains primates partent donc à la découverte de ce nouvel habitat. Cet environnement convient mieux à ceux qui peuvent marcher sur leurs pattes arrière. Leur tête dépassant des hautes herbes, ils peuvent guetter les prédateurs. Cette posture est révolutionnaire, car elle libère les mains. Et la main va modeler l'histoire de l'humanité. Il y a 2 600 000 ans, les premiers hominidés parcouraient des territoires parsemés de silicium.
Cet élément a été créé au cœur des étoiles plusieurs milliards d'années plus tôt. C'est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre. L'une de ses caractéristiques est de se lier à l'oxygène pour former des cristaux. Ceux-ci se combinent en une roche solide. Une roche qui peut être taillée sans se briser. Les hominidés ont commencé à tailler ces pierres il y a 2 600 000 ans. Et on a continué à les utiliser pendant pratiquement autant d'années. En taillant simplement cette pierre, vous obtenez une arête tranchante. Vous avez alors un marteau, une arête coupante. Tout d'un coup, l'être humain peut faire 1000 fois plus de choses qu'avant. C'est ce petit plus technologique qui a permis à nos ancêtres de subsister et de continuer à évoluer. Le silex est la clé de la première révolution technologique humaine, que l'on appelle l'âge de pierre. Des centaines de milliers d'années plus tard, une autre qualité étonnante de la silice transformera le monde. Mais patience, nous n'y sommes pas encore. La prochaine étape cruciale de notre histoire, nous la devons encore à une caractéristique méconnue de notre planète. Un pouvoir qu'elle est peut-être la seule à posséder dans l'univers. De toutes les planètes et les lunes du système solaire, il semble que la Terre soit la seule où le feu existe. La foudre et la lave sont bien présentes sur d'autres planètes. Mais à notre connaissance, seule la Terre dispose des deux éléments permettant au feu de brûler, du combustible en quantité, les plantes et les arbres, et une atmosphère riche en oxygène pour attiser les flammes. Si le feu n'avait pas été possible, nous ne serions pas là. Homo sapiens a fait alors un pas de géant. Il y a 800 000 ans, nos ancêtres ont appris à maîtriser le feu. Cette connaissance nous relie directement à l'origine du monde. Toute l'énergie disponible dans l'univers a été créée avec le Big Bang. Et toute vie est un défi visant à récupérer une part de cette énergie. Le feu permet de cuire les aliments. Le corps dépense alors moins d'énergie pour broyer la nourriture et peut ainsi stocker plus de calories. Au fil du temps, les premiers hommes se fortifient et ce surcroît d'énergie alimente des cerveaux qui grossissent en conséquence. Le feu ouvre aussi la voie à toutes les technologies. Bientôt, nous transformerons l'argile en céramique, le métal en armes et l'eau en vapeur. Sans feu, pas de moteur à combustion. Sans feu, pas de métal. C'est une technologie qui ouvre un immense champ de possibilités. Il y a 200 000 ans, l'homme moderne a pris forme. Le larynx, qui était situé plus haut dans la gorge de nos ancêtres, est descendu. Nous pouvons désormais articuler des sons plus complexes. Ce sont les débuts du langage. Pour la première fois, les individus peuvent échanger des informations et les transmettre d'une génération à l'autre. On peut dire, mon grand-père a dit que lorsqu'il n'y avait pas d'éléphants, il fallait chasser les zèbres. Ou ma tante m'a dit que son cousin avait trouvé un point d'eau de l'autre côté de la rivière. Chacun peut exploiter ces informations et s'enrichir des expériences de l'autre. Le langage permet de passer du stade d'ordinateur autonome à celui d'ordinateur en réseau. On partage les informations.
On n'a plus besoin d'expérimenter les choses par soi-même. On peut emprunter cette expérience à ceux qui nous entourent. L'intelligence humaine connaît alors un développement exponentiel. Toutes les cartes ont été distribuées. Une nouvelle partie peut commencer. Il y a 100 000 ans, l'homme était nomade. Avec des mains agiles, des outils primitifs, il sait communiquer et il maîtrise le feu. Il va pouvoir quitter son berceau africain et s'engager sur de nouvelles routes. La dérive des continents a lié l'Afrique à l'Europe et l'Asie pour créer un supercontinent, l'Afro-Eurasie. Il occupe 85 millions de kilomètres carrés, plus de 2 fois la surface de la Lune. Pour les premiers hommes, cela signifie que plus de la moitié des terres émergées sont accessibles à pied. La dispersion des êtres humains a changé la donne. Nous sommes l'un des rares primates à coloniser simultanément plus d'un continent. Nous sommes mieux protégés contre les catastrophes qui ont entraîné la disparition de grands mammifères. C'est une assurance contre l'extinction. Mais la nature nous met à l'épreuve. C'est le début de l'ère glaciaire. Il y a 50 000 ans, les glaciers sont descendus du pôle Nord. Au même moment, les hommes continuaient leur expansion. Ils atteignaient la Chine et l'Australie. Il y a 30 000 ans, Homo sapiens s'est installé en Europe. Et il y a 20 000 ans, au plus fort de l'ère glaciaire, il a atteint les froides toundras du nord-est de la Sibérie. L'homme réussit à surmonter les rigueurs du froid extrême. Il développe les compétences qui font de lui une créature véritablement à part. Ces symboles sont le témoignage d'une nouvelle évolution, d'une pensée qui va au-delà du strict instant présent. Elle dépasse nos simples besoins corporels. On peut dire avec certitude qu'on a affaire à une créature semblable à nous, avec l'émergence évidente d'une pensée symbolique. On a devant les yeux la représentation d'une vache. Et tout le monde reconnaît là l'image d'une vache. Avec l'apparition de symboles, on sait qu'on est bien en présence d'êtres humains, de créatures qui pensent comme nous et voient le monde comme nous. À partir de ce moment-là, l'histoire humaine a pris un chemin radicalement différent des autres espèces. Une énorme quantité d'eau est prisonnière des glaces. Le niveau des mers baisse. La dernière barrière qui empêchait les êtres humains de conquérir toute la Terre disparaît. Ils passent de la Sibérie à l'Amérique du Nord. L'homme va désormais occuper le devant de la scène. Mais il est bon de rappeler que nous n'occupons qu'une partie infime de l'histoire de l'univers. Pour simplifier les choses, nous allons comprimer les 14 milliards d'années écoulées en 14 ans. Dans cette hypothèse, la Terre n'existerait que depuis 5 ans, ce qui correspond à peu près à un tiers de l'histoire de l'univers. Les grandes créatures complexes se seraient développées il y a 7 mois. Les dinosaures se seraient éteints il y a environ 3 semaines. La totalité de l'histoire de l'humanité représenterait les 3 dernières minutes. Les sociétés modernes, la révolution industrielle, auraient commencé il y a 6 secondes. En fait, les humains ne sont là que depuis un bref instant, à l'échelle de l'univers.
Il a fallu de nombreuses étapes pour arriver à cet instant. Les ponts de glace de l'ère glaciaire ont permis à l'homme de s'installer partout. Mais à présent, la glace fond et le niveau des mers remonte. Les hommes se trouvent isolés sur 2 hémisphères. Chaque groupe est livré à lui-même, condamné à exploiter au mieux ses ressources. En reculant, les glaciers sculptent des lacs, des rivières et des baies. La carte du monde prend le visage que nous lui connaissons. En Afrique, les fortes précipitations font déborder les lacs Victoria et Albert et donnent naissance au Nil. En Eurasie, d'autres rivières se forment. Le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, l'actuel Irak. L'Indus dans le Pakistan d'aujourd'hui. Et le fleuve jaune et le Yangtze en Chine. Ces fleuves vont devenir très importants après la fonte des glaces. C'est sur les rives fertiles de ces fleuves que vont naître les premières civilisations. À la fin de l'ère glaciaire, la Terre se réchauffe. Les plantes et les animaux abondent. L'homme peut cesser de se déplacer pour subsister. Il devient sédentaire. La population augmente. Comment faire pour nourrir toutes ces bouches ? L'homme doit trouver le moyen d'augmenter la quantité de nourriture qu'il peut tirer de son environnement. Une nouvelle découverte va changer à jamais les paysages et le destin de l'humanité. Nous allons apprendre à planter des graines. Les plantes que nous récoltons sont issues de celles qui, plusieurs millions d'années plus tôt, ont permis notre évolution. Les graminées sont les héroïnes méconnues de l'histoire de l'humanité. Une graine d'herbe, c'est minuscule, on ne peut pas s'en nourrir. Entre chasser un bison et faucher de l'herbe, il vaut mieux chasser un bison. Et pourtant, les graminées vont devenir la plus importante source de nourriture. Mais les chasseurs-cueilleurs vont attendre des milliers d'années avant de les cultiver. Ils ne les utiliseront que quand ils en auront vraiment besoin. Les espèces les plus connues sont la canne à sucre, le blé, le seigle, l'orge. Toutes les céréales sont des graminées. Cette famille ne se résume pas à la belle pelouse qu'on entretient le week-end. C'est aussi la nourriture de base dont toute civilisation dépend. La majorité de notre apport en calories. Une fois encore, tout nous ramène au Big Bang. S'approprier l'énergie qui en est issue, voici l'éternel défi de la vie. L'oxygène a changé la donne. Le feu nous a permis de consommer davantage de calories et le passage à l'agriculture permet à l'homme d'augmenter sa productivité. Alors qu'un chasseur-cueilleur avait besoin d'environ 25 km² de terre pour se procurer de quoi se nourrir, cultiver une terre va se révéler beaucoup plus rentable. La fin de l'ère glaciaire permet à l'homme d'exploiter l'énergie du soleil beaucoup plus efficacement. Il n'a plus besoin que d'1/4 de kilomètre carré pour répondre à ses besoins. Et la région la plus privilégiée de toutes, c'est le croissant fertile, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, on a une convergence d'espèces, à la fois végétales et animales, susceptibles de domestication. Pour ce qui est des animaux, on trouve des bovins, des cochons, des moutons et des chèvres. Côté végétaux, il y a 2 variétés de blé, de l'orge, des lentilles, des figues, le tout concentré dans un tout petit périmètre. En revanche, l'Afrique subsaharienne et les Amériques disposent de très peu d'espèces sauvages domesticables.
C'est une différence cruciale. Les peuples qui ont la chance de se trouver au bon endroit vont devenir puissants et prendre une immense avance sur les autres. Le cheval donne un avantage décisif, du moins à ceux qui parviennent à le dresser. Les chevaux sont apparus en Amérique, mais vers 10 000 avant notre ère, ils disparaissent du continent en même temps que d'autres grands mammifères. Il y avait au moins 3 espèces de chevaux en Amérique du Nord pendant l'ère glaciaire. Leur taille allait du poney au percheron. Ils y ont vécu 40 millions d'années, puis ont disparu. Ils disparaissent avant que les premiers Nord-Américains aient l'occasion de les dresser. Heureusement, avant leur disparition, des troupeaux avaient franchi le détroit de Bering et conquis les vastes steppes d'Asie centrale. Cet heureux hasard aura un formidable impact. Vers moins 4000, les peuples nomades d'Asie centrale apprennent à le domestiquer. On l'exploitera bientôt dans toute l'Eurasie. C'est un allié puissant, au champ comme à la guerre. La boucle sera bouclée lorsque 5000 ans plus tard, Christophe Colomb apportera des chevaux lors de son 2e séjour aux Amériques. Ces chevaux seront les premiers à poser le sabot sur ce continent depuis la disparition de leur espèce 10 000 ans plus tôt. Le passage à l'agriculture et la domestication des animaux annoncent une nouvelle grande mutation. Dans l'espace, la gravité contracte les nuages de poussière interstellaire pour former de nouvelles étoiles. Sur Terre, en Mésopotamie, des nouveaux pôles d'attraction se mettent aussi en place. À Sumer, dans le croissant fertile, les hommes s'établissent durablement. Ils peuvent aisément subvenir à leurs besoins. De nouveaux centres de pouvoir et d'innovation font ainsi leur apparition. Vers 3000 avant notre ère, les premières villes apparaissent. La cité sumérienne d'Uruk concentre 50 000 habitants sur moins de 2,5 km². Grâce à la culture et à l'élevage, ce territoire qui aurait à peine pu nourrir un chasseur-cueilleur peut maintenant faire vivre des milliers de gens. Mais un tel changement n'est pas sans conséquences et entraîne une nouvelle dépendance. Une fois qu'on passe à l'ère de l'agriculture, on dépend à 80 ou 90% des calories tirées d'une ou deux espèces. Au Moyen-Orient, il s'agit de l'épeautre et de l'orge. Ces deux céréales se récoltent à la même saison. On a donc toute la nourriture de l'année en une seule fois. C'est comme si on touchait son salaire une fois par an. Il faut le mettre en lieu sûr et planifier son usage. Si la récolte est mauvaise, on se retrouve avec une famine sur les bras et on ne pourra pas y remédier avant 12 mois. La gestion de ces récoltes conditionne l'organisation des premières cités. Pour les compter, l'homme crée les premiers systèmes d'écriture. Pour les protéger, il va former les premières armées. Et pour les administrer, il invente la politique. Quand des centaines ou des milliers de gens vivent ensemble, il est très difficile de demander l'avis de chacun. D'où le besoin d'un gouvernement, d'une hiérarchie politique et sociale. L'homme se rassemble près des fleuves, comme le Tigre et l'Euphrate, le Nil, l'Indus, le fleuve Jaune et le Yangtze. Les civilisations sont sur le point de naître.
Mais d'abord, elles doivent maîtriser le commerce. Plus elles échangent de biens et de connaissances avec leurs voisins, plus elles se développent. Le commerce et la communication à longue distance semblent être la condition nécessaire du développement des civilisations urbaines. Étonnamment, ces premières civilisations vont se développer grâce à un animal plutôt déconsidéré aujourd'hui. L'âne. Les caravanes d'ânes sont à la fois les autoroutes et l'Internet de l'époque. Les itinéraires qu'elles empruntent jettent les fondations du monde moderne. Elles ne se contentent pas de véhiculer des biens comme le bois ou le bronze, mais aussi des idées et des récits. Les civilisations qu'elles relient sont les premières mentionnées dans la Bible. Elles convergent vers le golfe Persique, où des navires les emmènent vers l'Inde. Les échanges culturels et matériels entre ces civilisations sont le début de la mondialisation. Ce commerce est la clé pour comprendre le monde d'hier et d'aujourd'hui. Comme les premières civilisations, nous échangeons des biens et créons des réseaux. Et des carrefours se trouvent au cœur de ces réseaux. Quand on occupe le centre de ces opérations, on est naturellement avantagé. La quantité d'idées et de marchandises qui transitent par une région conditionne sa puissance et son importance. Vers 2000 avant Jésus-Christ, les cabanes laissent peu à peu la place à d'immenses constructions. En Afrique, les grandes pyramides s'élèvent sur les rives du Nil. En Grande-Bretagne, Stonehenge sort de terre. Et à Sumer, les ziggourats, ces édifices en terrasse surplombés d'un temple, s'élèvent vers le ciel. Pour sceller les blocs de ces gigantesques structures, les bâtisseurs sumériens utilisent une substance qui jaillit du sol près des rives de l'Euphrate. On appelle cela du bitume. Aujourd'hui, on l'utilise pour asphalter les routes. C'est le premier produit pétrolier exploité par l'homme. Si le bitume est très prisé, le liquide visqueux qui l'accompagne ennuie les Mésopotamiens. Il est trop inflammable. Les anciens l'appellent naphte. C'est le pétrole. Ces vastes champs d'or noir feront du berceau de la civilisation une terre de richesse et de guerre. Mais les Sumériens nous ont légué bien d'autres inventions, parfois surprenantes. Leur système numérique n'était pas basé sur le chiffre 10, mais sur le 12. C'est la raison pour laquelle les jours sont divisés en 12 parties, les heures en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Il est aussi probable que les Sumériens aient inventé la roue, une invention qui a changé le destin de l'humanité et qui a ensuite permis l'apparition du char. L'invention sumérienne de la roue, alliée à la domestication du cheval par les peuples nomades, va donner cette formidable machine de guerre. Vers moins 1200, un vaste conflit éclate. Il coupe les routes du cuivre et de l'étain nécessaires pour fabriquer les armes en bronze. Heureusement, les étoiles ont conçu une alternative. Le fer. Les forgerons font une découverte cruciale. À très haute température, ils peuvent modeler ce vénérable métal. Plus facile à aiguiser et 700 fois plus commun que le cuivre, il va bouleverser le monde. On entre cette fois dans l'âge du fer. Au premier millénaire avant notre ère, l'histoire s'accélère. Après le Big Bang, la formation de la Terre, l'apparition des premières créatures et la naissance de l'homme,
l'ère glaciaire a créé des ponts qui ont permis à l'homme de coloniser tous les continents. Mille ans avant notre ère, l'homme est disséminé aux quatre coins du globe. Les routes commerciales qui relient l'Eurasie et l'Afrique du Nord n'ont pas encore pénétré les déserts, ni franchi les océans. Les peuples d'Afrique subsaharienne et des Amériques sont isolés. Ils disposent de peu de plantes et d'animaux domestiqués. Et ils restent prisonniers d'un mode de vie plus primitif. « 600 ans avant notre ère, la cavalerie fait son apparition. Pour la première fois, les hommes se battent à cheval. Une fois dressés, ces quadrupèdes donnent un énorme avantage à leurs cavaliers. L'alliance du cheval et des armes en fer rend le guerrier redoutable. Cette avancée technologique modifie le déroulement des batailles, mais elle permet aussi la constitution d'empires. La succession de ces empires sont les nouveaux chapitres de notre histoire. Ils modifient les rapports de force et unifient d'immenses portions de territoire sous un même contrôle. Et avec eux, de nouvelles religions apparaissent. C'est la naissance du judaïsme, ainsi que du bouddhisme et de l'hindouisme. Malgré l'extension des empires, certaines puissances sont isolées. Au-delà de l'Himalaya, la Chine reste coupée du monde. Mais plus pour longtemps. Vers -100, un empereur chinois envoie un messager en Occident pour y nouer des alliances. L'itinéraire qu'il emprunte deviendra la route de la soie. Un immense réseau commercial qui relie la Chine, l'Asie centrale et l'Empire romain. Les commerçants chinois et les Romains ne se sont jamais rencontrés, du moins avant l'établissement de la route de la soie. Mais ce commerce va exploser. Entre -100 et 200 après Jésus-Christ, il y aura 3 siècles d'échanges commerciaux et culturels d'une intensité inédite. Mais les routes charrient aussi des menaces invisibles. Les maladies. Des épidémies dévastatrices ont peut-être contribué à la chute de l'Empire romain et de la dynastie Han en Chine. De nouvelles idées religieuses se répandent comme une traînée de poudre. En 312, l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme. Trois siècles plus tard, c'est la naissance de l'islam. À l'apogée de sa puissance, cette religion aura unifié un territoire 2,5 fois plus grand que l'Empire romain. Grâce à cette hégémonie, le commerce arabe va connaître un développement sans précédent. Les Arabes sont au carrefour de l'Asie et de l'Afrique. Des marins arabes reviennent de Chine. Des commerçants arabes atteignent les côtes atlantiques. Ils sont au carrefour de toutes les routes. Le secret du commerce arabe? Le dromadaire. Comme le cheval, les ancêtres de cet animal ont fui l'Amérique du Nord en passant par le détroit de Bering.
En une journée, une caravane de 6 dromadaires peut transporter jusqu'à 2 tonnes de marchandises sur 100 km. Les ânes en transportent 2 fois moins en 2 fois plus de temps. Les caravanes de dromadaires ouvrent des routes commerciales dans l'immense désert du Sahara. Le commerce arabe s'étend. Il apporte le sel du Sahara à Rome, le riz de l'Asie de l'Est en Inde, le secret chinois de la fabrication du papier en Europe et permet de diffuser bien d'autres inventions. Les Arabes ont apporté une foule d'aliments en Europe. Les orangers et les citronniers sont originaires du sud de la Chine. Et c'est à la grande époque arabe qu'ils vont atteindre l'Occident. En Afrique du Nord, un fils de marchand italien du nom de Leonardo Fibonacci côtoie les commerçants arabes. Il s'initie à une méthode de calcul simple mais ingénieuse. Ce système né en Inde est utilisé dans l'ensemble du monde arabe. Les écrits de Fibonacci vont diffuser ce nouveau savoir. L'unification du système de calcul va faciliter les échanges et le commerce. Et aujourd'hui encore, nous utilisons presque tous les chiffres arabes. Les marchands arabes vont faire connaître une autre invention capitale. Elle est née en Chine, autour de l'an 800. En cherchant à créer un élixir pour prolonger la vie, un alchimiste chinois découvre comment donner instantanément la mort. Il mélange du carbone et du soufre avec du salpêtre, un composé à base de potassium, d'azote et d'oxygène. Ces éléments nés au cœur des étoiles vont maintenant se recombiner pour donner la poudre. La recette de la poudre emprunte la route de la soie pour gagner le monde arabe. Les soldats musulmans s'en servent pour combattre les chrétiens avec des canons. Plus tard, les Européens vont à leur tour s'emparer de l'invention et perfectionner les armes à feu. Nous sommes en 1492. Le monde compte environ 400 millions d'habitants, mais il reste divisé en deux. En Amérique, les civilisations aztèques, mayas et incas se développent. De l'autre côté de l'Atlantique, après la chute de l'Empire romain, l'Europe a éclaté en une multitude d'États indépendants. L'Italien Christophe Colomb peut ainsi soumettre son projet à différents monarques. Il parvient finalement à convaincre les souverains d'Espagne de financer son expédition. La réussite du périple du navigateur doit beaucoup aux inventions qui l'ont précédé. Les voiles triangulaires qui exploitent si efficacement la force du vent sont d'inspiration arabe. La boussole qui le guide sur l'océan est une invention chinoise. Et le champ magnétique qui oriente l'aiguille s'est formé avec le noyau de notre planète. Christophe Colomb cherche un nouvel itinéraire pour atteindre l'Inde. Il ne le trouvera jamais, mais il va réussir à reconnecter les deux moitiés du monde. Sa découverte est un nouveau tournant dans l'histoire. Avant Christophe Colomb, ces deux grandes zones de peuplement étaient isolées l'une de l'autre. En traversant l'Atlantique, le navigateur ouvre au reste du monde ces deux immenses continents, les Amériques du Nord et du Sud, avec leurs millions d'habitants et leurs ressources.
Les Européens et les Asiatiques découvrent une partie du monde qui leur était complètement inconnue. Avant le voyage de Colomb, c'était comme s'ils vivaient sur deux planètes différentes. Les routes commerciales nées avec les premières civilisations d'Asie, d'Afrique et d'Europe franchissent maintenant l'Atlantique. Le centre de gravité de l'humanité se déplace. Ce réseau désormais mondial crée de nouveaux carrefours. Et une fois de plus, les puissances en place vont basculer. Pendant près de 2000 ans, l'Europe n'a pas joué un rôle majeur. Avec la découverte de Christophe Colomb, l'Occident commence à prendre son essor. Il prend le dessus, parce qu'il est pile au centre de ce nouveau réseau d'échanges démesurés. Les aliments se mettent à circuler. Le maïs des Amériques apparaît en Égypte et en Chine. Les pommes de terre des Andes se révèlent parfaitement adaptées aux sols irlandais et russes. Les céréales du vieux croissant fertile, comme le blé, commencent à nourrir les Amériques. Ces nouveaux aliments apportent davantage de calories et d'énergie. Moins de 3 siècles après la découverte de l'Amérique, la population mondiale double pour atteindre 900 millions d'êtres humains. Mais les inégalités entre les deux hémisphères vont conduire aux pires atrocités. Les conquistadors veulent profiter des richesses qu'offre le Nouveau Monde. Ils débarquent avec des armes à feu, des chevaux et des maladies infectieuses. Le résultat, un massacre. Dans les années qui suivent, 95% de la population indigène d'Amérique latine disparaît, victime des armes et des maladies venues d'Europe. Une chose est sûre, le monde ne sera plus jamais le même. Prenez l'incroyable histoire du sucre. Le glucose est la seule source d'énergie de notre cerveau. Elle nous est donc vitale. Cette denrée vient majoritairement de la canne à sucre. Une fois de plus, une graminée joue un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité. Cette plante est cultivée depuis 6000 ans en Asie. Lors des croisades, les Européens découvrent le sucre et le rapportent chez eux. Le problème, c'est qu'il est très difficile de faire pousser de la canne à sucre en Europe. Et là-dessus, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Au départ, bien sûr, les conquistadors espagnols sont très intéressés par l'or et l'argent. Mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est s'enrichir, peu importe le moyen. Une fois que les métaux précieux ont été pillés, ils se mettent à planter de la canne à sucre. Mais ils ne veulent pas travailler au champ. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Et justement, de l'autre côté de l'Atlantique, ils peuvent acheter des esclaves. La principale destination des esclaves d'Afrique, ce sont les plantations de canne à sucre. Le sucre a donc modelé l'histoire, du Moyen-Orient aux croisades, jusqu'à la conquête de l'Amérique. Et il a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'esclavage. Au début du XVIIIe siècle, l'homme a fait des progrès immenses. Mais au quotidien, il vit aussi simplement que nos plus lointains ancêtres. La majorité était fermiers et pratiquaient une agriculture de subsistance. Les objets étaient surtout fabriqués dans de petits ateliers. Il faut alors plus d'1 an pour que les marchandises et les informations fassent le tour de la planète, soit plus longtemps qu'il n'en faudrait aujourd'hui pour aller sur Mars. Ce qui entrave le progrès, c'est le mode de travail. En Égypte, 2 millénaires avant notre ère, 90% des travaux étaient effectués par l'homme.
L'animal faisait le reste. En 1700, en Europe, 70% du travail reste l'œuvre de l'homme. Or, notre force physique est limitée. Mais un allié caché dans les profondeurs de la Terre va permettre de la démultiplier. Le charbon. Ce minerai est un combustible qui remplace efficacement le bois. Mais son extraction va permettre une nouvelle avancée technologique inattendue. Pour atteindre les filons de charbon, il faut creuser de plus en plus profond. L'eau envahit les tunnels. Il faut l'évacuer. En Grande-Bretagne, Thomas Newcomen invente en 1712 une pompe alimentée par du charbon et propulsée par la vapeur. C'est le premier moteur à vapeur. La combinaison de l'énergie et du moteur, du carburant et de la machine va permettre à l'homme de dépasser les limites de sa force physique et changer le monde. C'est le début de la révolution industrielle. Associée aux révolutions politiques qui ébranlent l'Amérique puis la France, cette mutation technologique va changer à jamais le cours de notre histoire. Très vite, la zone atlantique devient le nouveau pôle économique, donc culturel, donc politique et donc militaire du monde. À partir de ce moment, celui-ci va dominer la géopolitique mondiale. Les campagnes résonnent maintenant du fracas des trains. Autour de 1870, on invente le moteur à combustion interne. Les Allemands en développent une application très porteuse, la voiture. Et on revient au pétrole. Cette substance que les anciens considéraient comme une nuisance devient une denrée incontournable. Elle ouvre la voie à d'autres innovations. Le télégraphe et le téléphone font circuler les informations à la vitesse de l'éclair. Avec l'électricité, l'humanité dépossède la nuit de son royaume. En 1800, les Européens dominent 35% des terres émergées. Un siècle plus tard, ils en contrôlent 85%. Au XXe siècle, avec les énergies fossiles et le moteur à combustion interne, chaque événement prend une ampleur inédite, y compris la guerre. Avec la technologie, les conflits militaires s'étendent au niveau international. Ils prennent une importance inédite. Au XXe siècle, la guerre va tuer près de 3 fois plus d'hommes qu'il n'y a eu de morts en 2000 ans d'histoire. Les inventions et technologies industrielles nées au XVIIIe siècle atteignent leur point culminant avec ces événements exceptionnels. Et cela, c'est la fossilisation de micro-organismes dans les marécages, il y a des millions et des millions d'années qui l'a permis. La révolution industrielle entraîne aussi l'explosion de la population. Il a fallu 200 000 ans d'histoire de l'aube de l'humanité au début du XXe siècle pour que la population atteigne 1,6 milliard. Et au cours du XXe siècle, ce chiffre va quasiment quadrupler. Le XXe siècle est un moment extraordinaire de notre histoire. On n'a jamais vu de bouleversement de cette ampleur. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. L'homme est devenu un acteur majeur sur Terre. Nous avons appris à exploiter 50 000 fois plus d'énergie que nos ancêtres il y a 10 000 ans. Cette énergie alimente le rythme accéléré de notre quotidien et le réseau global qui quadrille désormais la Terre. Ces liens virtuels sont l'héritage direct des premières routes tracées par nos ancêtres.
Les germes du passé ont éclos en un présent riche d'énergie et de créativité. La toile de fond de cette aventure, c'est l'immensité de l'univers, si vaste qu'il reste une énigme. Et au cœur de ce mystère, chacun de nous est à la fois un monument vivant à la gloire du passé et une histoire en devenir.